Je suis extrêmement heureux d'être là aujourd'hui avec vous parce que nous sommes à un moment crucial pour la santé des populations et pour les systèmes de santé ou systèmes de soins. Dans les jours derniers, nous avons partagé avec nos amis de Lyon, mais en même temps avec la Thaïlande, avec les Philippines, avec hier soir le Japon, dans les semaines précédentes avec Israël, avec le Danemark. Nous sommes tous dans une situation au niveau mondial où nos systèmes de santé, probablement phénomène qui a été accéléré par la Covid, mais qui préexistait, avec des systèmes de santé, dis-je, qui sont ébranlés, voire même qui sont en train de s'effondrer. Récemment, on était avec notre comité de direction, ici au CHUM, et on s'est posé la question, quel est l'avenir et quel est le rôle des centres hospitaliers universitaires dans la transformation des systèmes de santé, dans une vision de santé des populations comme base de réflexion et non pas comme une vision de comment un patient va pouvoir rentrer dans le système. Il y a quelques jours, je discutais avec Luc Boileau, qui m'appelait, qui me dit « Ils sont en train de mettre ici une agence. Comment est-ce qu'on peut positionner la santé publique comme base de réflexion ?» J'ai dit, c'est ce que nous faisons, nous, ici, avec nos équipes de recherche, qui ne sont pas toujours suffisamment écoutées, parce qu'aujourd'hui, si nous ne réfléchissons pas tous ensemble, nous ne pourrons pas reconstruire un système de soins et un système de santé qui va pouvoir répondre aux besoins des patients et aux besoins de la population. Et je tiens à signaler toute la démarche que nous menons ici et avec nos collègues de Lyon, entre autres, pour pouvoir non pas mettre le patient au centre, ça ne veut rien dire, mais le patient et le citoyen dans une vision de développement, d'innovation, non pas uniquement technologique, objets connectés, etc., mais d'innovation sociale, d'innovation organisationnelle, ou voire même d'innovation sur le thème d'une seule santé pour la planète. Alors vous me direz là-dedans, les CHU qui ont été construits pour être des soins tertiaires quaternaires et qui vont avoir à transformer ou à aider cette transformation, comment pouvons-nous agir? Puis ce que je vais essayer de vous présenter ici, c'est comment le CHUM, mais j'associe toujours dans ma tête le CHU Sainte-Justine, que j'ai dirigé avant et conjointement avec le CHUM, parce que nous avons une réflexion qui est une réflexion de continuité tout le long de la vie, de la naissance jusqu'à la mort, en passant par les différentes étapes. Hier soir, il y avait un séminaire intéressant sur la prise en charge des aînés. Alors ça, on aime beaucoup découper. Donc, on va prendre les jeunes, on va prendre les aînés. Il ne faut pas dire les vieux parce que j'en fais partie, donc je préfère qu'on appelle ça des aînés ou des gens de réflexion, peu importe. Mais c'est en fait un continuum. La vie est un continuum. La fragilité qu'on décrit maintenant pour les personnes âgées peut survenir à n'importe quel moment de la vie. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être un développement même d'une modification de votre susceptibilité génétique aux maladies liées à l'environnement. Regardez les articles récents sur le rôle du microbiote dans la transformation de la susceptibilité génétique aux maladies. C'est ce que vous mangez, ce que vous respirez, ce que vous vivez. Donc globalement, si on réfléchit sur le rôle des CHU, qu'on peut appeler aussi au niveau international Academic Health Center, c'est comment nous allons pouvoir contribuer à cette réflexion et comment nous allons pouvoir, avec toute la recherche, tout l'enseignement, toute l'innovation que ces centres à travers le monde contiennent,
être écouté, être entendu et être inclus dans la réorganisation des systèmes de santé. Ce comité de direction, dans lequel on s'est posé cette question, on a démontré que ce que nous avons développé peut être utile pour la réorganisation du système de santé à travers une modélisation de nos activités traitées par intelligence artificielle pour pouvoir émettre différentes hypothèses et en valider la valeur avant de le tester dans le milieu réel. Puis ensuite, avec des données issues du milieu réel, traitées par intelligence artificielle, de valider si nos hypothèses étaient bonnes ou pas, ou de réajuster. Donc, ce que j'aimerais voir avec vous rapidement, c'est comment un CHU, comme le CHUM, basé sur cette réflexion totalement partagée avec les hospices de Lyon et l'Université de Lyon, que nous avons rencontré il y a 48 heures, hier, non 48 heures, va pouvoir contribuer, et vous verrez au fur et à mesure que la vision étant identique, les moyens n'ont qu'à être mis ensemble et élargir cette communauté, ce que nous sommes en train de faire. Oui, je sais pas, c'est pas encore fini là, si? Bon. Alors, première chose qu'il faut se dire, nous avons un système de santé aujourd'hui. D'abord, on l'appelle santé, ce n'est pas un système de santé, un système de soins, qui est complètement déconnecté. Déconnecté des besoins, déconnecté des structures, déconnecté des autres secteurs d'activité, comme l'éducation, comme l'environnement, comme les municipalités, etc. Il y a donc aujourd'hui une absence de vision globale de la santé. J'étais juste au comité de gestion du réseau il y a 5 minutes, puis on traitait les choses de façon très pointue. Le comité de gestion, c'est là où tous les directeurs d'hôpitaux et les ministères se réunissent pour réfléchir sur des stratégies. Mais il n'y a pas de vision globale. Si vous dites qu'il faut améliorer l'accès aux urgences, mais si, de notre côté, vous ne concevez pas les autres besoins, vous allez finalement avoir des flux qui vont tous passer par l'urgence et ne pas avoir la réponse à leurs besoins, parce qu'elles vont demander un éventail de réponses qui ne sont pas toutes contenues dans les urgences. Donc, si vous prenez qu'un tout petit bout du système, obligatoirement, vous allez perdre l'ensemble des impacts. Et je tiens à signaler ici et à souligner le travail de notre DQEPE, qui est qualité, performance, évaluation, éthique, et Noé White, qui est ici, avec son équipe, qui regarde toute l'interdépendance des différents éléments que nous étudions au niveau d'un hôpital ou au niveau d'un système. Le deuxième, c'est que les besoins et l'offre sont complètement déconnectés. On est aujourd'hui sur des besoins qui ne sont pas bien évalués. D'où le travail de la nouvelle santé publique, parce qu'il va falloir faire une révolution aussi au niveau de la santé publique pour qu'elle soit le guide ou la base de la reconstruction d'un système de soins qui réponde aux besoins. Il va donc falloir travailler sur des données globales de santé publique, sur des données de santé des populations ciblées et sur des données de santé personnalisée. Quand on parle de prendre en charge les aînés, par exemple, on ne peut pas dire à partir de 65 ans, les municipalités vont devenir bienveillantes. Jusqu'à 64 ans et demi, les municipalités ne sont pas du tout bienveillantes, elles sont hostiles. Ben oui, mais la fragilité va peut-être venir de cette hostilité à 64 ans et non pas à 65. Donc, réfléchir global. Le troisième, c'est que les données scientifiques, en particulier dans la santé publique, aujourd'hui, ne sont pas suffisantes. Et elles ne sont pas suffisantes parce qu'il y a une grande complexité de traitement des données, en particulier dans ce qu'on appelle les big ou les full data, ce qui en français veut dire les données massives, mais qui ne sont pas encore collectées proprement, intégrées pour donner des informations et utilisées pour ensuite avoir des corrections ou des indications d'orientation pour réorganiser le système. La qualité des données cliniques, pareil, on a des tas de données qui viennent, comme d'ailleurs dans la recherche, mais qui ne servent pas, et celles qui servent ne sont pas obligatoirement bien collectées. Puis là, je pense que vous allez en discuter bien toute la journée, comment définir la qualité des données
pour répondre à nos questions. Il y a aussi les barrières à l'innovation. Alors là, il y en a plein, partout. La première, c'est certainement que les gens ne comprennent pas ce que innovation veut dire. Innovation, ce n'est pas juste un robot ou une capsule de téléportation d'une équipe chirurgicale dans un autre environnement. Ce que nous avons à Philippe ne rit pas parce qu'on est en train de lancer, nous ici, la capsule de téléportation qui vient de Paris. Donc, tu vois, c'est pas de la blague. Alors, capsule téléportation, c'est simplement de la télémédecine 5.0, c'est-à-dire qu'au lieu d'être avec un écran et un téléphone, tu viens dans un environnement virtuel avec des avatars opérés à distance. Mais ça, ce n'est pas l'innovation telle que je la conçois, telle que nous devons la concevoir. Ce que nous faisons ici avec le partenariat patient et public, c'est de l'innovation qui va être certainement beaucoup plus utile. Non pas que je ne crois pas à la téléportation d'une équipe chirurgicale, mais ça, c'est la réponse aux besoins. Le partenariat va nous permettre de définir ces besoins. Et puis, le manque de formation de la population, parce qu'on parle toujours d'acceptabilité sociale, ça veut dire qu'on pense que la population est incapable de comprendre, il faut la forcer à accepter. Alors que moi, je crois qu'il faut qu'elle s'implique, qu'elle demande, qu'elle module, qu'elle modifie les innovations pour que ça serve à la population. Et nous travaillons de plus en plus au niveau municipal pour ça. Très belle d'ailleurs initiative de l'OMS sur les municipalités bienveillantes et sur les municipalités intelligentes. Pour nous, les clés de transformation, c'est les éléments suivants. Bien connaître les besoins, et on vient d'en parler. Utiliser les données scientifiques, mais aussi développer de la recherche scientifique. Nous croyons énormément à la recherche dans la santé des populations, dans la santé publique et dans la santé personnalisée. Utiliser les données de gestion pour pouvoir s'assurer qu'on répond bien aux besoins. Implanter les innovations en mesurant la valeur et non pas l'implantation pour l'implantation d'une innovation qui serait à but commercial ou à but finalement d'avoir pour certains d'entre nous un nouveau jouet technologique, comme je disais tout à l'heure. C'est très amusant de voir la présentation de cette téléportation, mais démontrons la valeur, incluons-la dans une réponse par rapport à des besoins. Formation des acteurs, c'est extrêmement important. Et puis, avoir un leadership partagé avec tous les acteurs ou tous les intervenants de cette reconstruction, ou plutôt nouvelle construction d'un système de soins et de santé complètement différent de ce qu'on a. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'autre existe, tout le monde essaye de l'améliorer et personne n'ose dire aujourd'hui, il faut mettre tout à plat et repartir. C'est un peu comme dans une vieille maison dans laquelle on veut refaire du cosmétique à droite et à gauche, mais si l'infrastructure n'est pas bonne, ça ne tiendra pas. Alors c'est là où nos CHU, nos communautés qui ont la vision globale peuvent repenser les systèmes de santé. J'accélère. Nous avons un beau plan ici, et je sais que nous avons le même en France, et le même d'ailleurs au Japon. Hier, je l'ai appris. C'est un peu tard dans la soirée parce qu'il y a le décalage horaire, mais ils ont aussi un très beau plan. La seule chose qu'on a pour l'instant, c'est que c'est très morcelé et on n'est pas toujours capable d'en mesurer la valeur. Ce plan, à l'intérieur de ça, il y a de l'innovation. En fait, on pourrait dire qu'il y en a partout, mais encore va-t-il falloir que nous l'approprions et nous le communiquions pour qu'il soit implanté et mesuré en termes de valeur. Alors là, on va aller très rapidement à 3 niveaux. 1, le CHUM. 2, le RUIS. 3, le KISS. Le CHUM, c'est le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Vous y êtes. Le RUIS, c'est le réseau universitaire intégré en soins et en services sociaux de l'Université de Montréal. Pourquoi je prends celui-là alors qu'il y en a 4? C'est moi qui suis le président. Donc celui-là, je le connais. Les autres, je les connais aussi, mais moins. Troisième, qui est le KISS, Quartier d'innovation en santé, qui est une façon de créer une communauté pour un partenariat privé, public, académique et non académique, de tous les acteurs, de tous les intervenants, individus ou entités organisationnelles qui veulent améliorer la santé de la population à travers une réflexion commune
des propositions et des actions dont on mesure la valeur. Alors ici, c'est simplement pour vous dire que nous utilisons les données scientifiques, que ce soit dans l'utilisation de la génomique, de toutes les innovations en recherche dans les sciences de la vie, dans la santé des populations, dans l'intelligence artificielle. C'est à gauche le rapport du NHS et on améliore la performance de nos organisations. C'est à droite le rapport de l'Institut for Health Improvement et on fait toutes les actions en mesurant la valeur. Donc, notre vision, c'est d'intégrer à la fois les caractéristiques et la susceptibilité aux maladies de l'individu ou des groupes de population que nous étudions par la génétique et l'environnement. Et le deuxième, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir traiter toutes ces données, parce que le problème que nous avons jusqu'à présent, tout à l'heure quand je disais que la santé publique doit se réinventer, ce n'était pas une critique. Nous devons tous nous réinventer dans tous les domaines, parce que nous avons aujourd'hui des tonnes de données et nous ne sommes pas capables de les traiter humainement, étant donné la quantité, la diversité et l'analyse de ces données, tout en sachant d'ailleurs que ces données doivent être traitées en fonction de la diversité pour ne pas introduire des biais dans nos algorithmes. Alors nous, on a une culture qui a été basée sur l'intelligence créative. Donc, on a dit, nous sommes intelligents individuellement et collectivement, mais nous avons besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. En fait, l'être humain aujourd'hui est trop spécialisé. Le traitement des processus par le cerveau humain est trop lent. Il a du mal à communiquer et il a du mal à intégrer. Pour ça d'ailleurs que depuis tout à l'heure, je vous dis, on traite les choses à la pièce, on ne les traite pas dans leur ensemble. L'intelligence artificielle nous permet de résoudre ces 4 dimensions tout en développant l'intelligence humaine pour pouvoir capter tous les éléments nécessaires pour traiter le patient ou le citoyen dans une vision humaine et non pas dans une vision d'intelligence artificielle ou de robot. Alors là, c'est un exemple, c'est Cathy qui a bien tout développé ça, Cathy Malas qui va parler un peu plus tard. On a aujourd'hui 101 applications dans l'intelligence artificielle, dans tout secteur, avec une mesure de la valeur. Très vite, on a développé ce lac de données qui nous permet d'analyser les données d'un patient, d'un groupe de patients, etc., partagé avec nos amis de Lyon qui, eux, ont développé un entrepôt de données, mais qui ressemble exactement à ça. En tout cas, notre collaboration dans les 3 dernières années a été spectaculaire sur le patient partenaire, un peu plus lente sur les entrepôts de données, mais on s'est promis de développer ça maintenant ensemble. On a aussi formé les acteurs. Rappelez-vous que ce n'est pas inné. Moi d'ailleurs, je suis tous les jours formé sur mon Apple et sur mon smartphone. Donc, je peux vous dire que l'intelligence artificielle, ça a été un effort. Comme d'ailleurs la quantique, aujourd'hui, que je suis en train d'apprendre. Je ne vais pas vous la chanter parce que je n'ai pas de voix. Alors, rapidement, on utilise, parce que notre enjeu aujourd'hui le plus important, c'est l'optimisation des ressources humaines dans un moment où partout dans le monde, les gens qui vont travailler dans la santé vont se retrouver de plus en plus rares et de plus en plus désireux d'exprimer leur intelligence de leur profession et non pas des actions qui soient des actions répétitives. Donc, on utilise de la robotisation, on utilise l'intelligence artificielle pour optimiser nos flux, on utilise des unités pour évaluer les recherches de la life sciences, donc des sciences de la vie. On utilise des objets connectés. Là, vous avez tout à l'heure Marie-Pascale qui va vous parler de ça, dans l'hôpital ou en dehors de l'hôpital. Et on cumule l'ensemble de ça pour aller vers ce qu'on appelait tout à l'heure télémédecine 4. On est maintenant à 5, 5.0, qui va être d'avoir une réponse globale aux besoins de la population intégrée dans leur vie et non pas dans des centres hospitaliers dans lesquels ils devraient se retrouver. Tout ça, ce n'est pas pour vous dire voilà ce qu'on fait, c'est vous dire voilà ce qu'on propose. Voilà pourquoi les CHU sont importants, parce que ce sont des laboratoires vivants et que tout ce que nous développons, on le propose à la population
on le propose au gouvernement, on le propose aux partenaires pour qu'ils puissent l'utiliser et en démontrer la valeur, dans une vision intégrée. On partage les connaissances avec les autres hôpitaux. C'est aujourd'hui un exemple typique. 100 hôpitaux académiques aujourd'hui sont liés au CHUM et nous partageons en permanence les connaissances entre nous. Le RUIS, c'est un laboratoire vivant autour de la trajectoire de soins. Donc, premier, c'est des soins et de la connaissance qu'on développe. En particulier, recherche dans les sciences de la vie, innovation, enseignement. Le deuxième, c'est l'application de ça sur une trajectoire de soins. En même temps que nous sommes en train de parler là, il y a le centre d'expertise dans les troubles concomitants pour les patients qui ont à la fois des problèmes neurologiques et des problèmes de santé mentale, donc physique et mentale, qui se fait dans un autre amphithéâtre ici, dans lequel le RUIS déploie cette expertise sur l'ensemble du réseau qui a 17 établissements de santé, 2 universités, U2M et UQAM, et 4 millions d'habitants. Donc, on est en train de travailler sur non plus une organisation, un hôpital, mais sur un réseau d'hôpital autour d'une trajectoire de soins. Et là, on applique la même chose. Voilà un exemple d'une trajectoire de soins sur l'épilepsie grave, dans lequel le patient, s'il a besoin, vient être exploré ici, où toutes les connaissances sont déployées, et ensuite est suivi à distance avec des objets connectés reliés au hub et qui permettent d'avoir cet accompagnement de la trajectoire, prévenir les nouvelles crises. Elles peuvent être aussi traitées neurochirurgicalement par l'implantation d'un équivalent de pacemaker qui va stopper la crise lorsque celle-ci survient, le tout à distance, avec la collaboration des autres centres, mais également de la première ligne. Donc, c'est la diffusion de nos connaissances dans un réseau coordonné, le RUIS étant un endroit à la fois de réflexion, de proposition, de développement de connaissances et de solutions applicables pour tout le réseau. On a de ce fait déployé maintenant, pendant la Covid, ce qu'on appelle CODA19, CODA19, c'est-à-dire les mêmes lacs de données que celui que nous avons déployé ici, on a été initiateur, dans plusieurs autres hôpitaux, pour qu'on puisse suivre les trajectoires, mais aussi donner de nouvelles connaissances au fur et à mesure. Le problème aujourd'hui, puis on vient de l'aborder, c'est que le patient et le citoyen vont avoir une trajectoire de vie pendant laquelle différents événements peuvent ou pas survenir selon que nous intégrions la maladie dans la santé et non pas séparée de la santé ou pas. Si on ne le fait pas, on restera sur nos systèmes actuels. Si on rentre dans une vision de santé, et là, encore une fois, avec Lyon, on est parfaitement aligné sur la vision de santé globale. Nous, à l'Université de Montréal, on appelle ça une seule santé. Et actuellement, on développe des collaborations avec les chercheurs sur les populations d'insectes, les chercheurs en médecine vétérinaire, de façon à, et puis aussi sur la planète elle-même, de façon à intégrer une vision santé et non plus une vision maladie. D'ailleurs, hier, avec nos amis japonais, je leur ai demandé pourquoi ne commencez-vous pas les villes bienveillantes pour les aînés plus tôt. Ça permettrait de prévenir la fragilité. Et à ce moment-là, elle m'a répondu, oui, mais on a des villes qui sont bienveillantes pour les enfants, des villes qui sont bienveillantes pour les familles, puis des villes qui sont bienveillantes pour les aînés. Je dis, puis, est-ce que tout est cumulé dans une seule et même vision? Elle dit non, mais peut-être qu'on pourrait le faire. Parce que si vous commencez, lorsque la fragilité arrive, il y a un truc très beau, ils appellent ça le mébio, je ne sais pas si vous connaissez ça, le mébio, mais je crois que c'est maladie et bio, c'est santé, ou l'inverse, je ne sais plus.
et ils disent c'est un flou entre les deux. C'est nos amis japonais qui font ça. Et ils disent on a des applications qui évaluent là, si vous êtes en mai ou si vous êtes en bio ou si vous êtes entre les deux. Puis c'est jamais ou que l'un ou que l'autre. Et on intervient pour pouvoir réorienter vers le santé plutôt que de laisser partir vers la maladie. Et là, la question, c'est est-ce qu'il faut attendre 65 ans pour faire ça ou est-ce qu'on peut le faire tout au long de la vie? Aujourd'hui, la population veut autre chose. 10 minutes, c'est largement suffisant, j'aurais largement terminé, ne vous inquiétez pas. La population veut autre chose. Elle veut vivre dans un environnement où elle puisse s'épanouir. Elle veut vivre dans un environnement sécuritaire. Elle veut vivre dans un environnement où le bonheur peut se développer. On rentre du Danemark, on a appris comment être heureux. Pas difficile. Vous allez dans des cafés, vous mangez du chocolat, vous en buvez aussi, vous mangez des gâteaux, vous buvez de l'alcool et vous jouez avec des jeux physiques dans lesquels vous poussez des trucs, etc., des jeux de guerre, des machins, etc. Et ils sont heureux. Alors, il faut dire qu'avec le climat qu'ils ont, c'est sûr que pas très drôle là-bas, mais le bonheur fait partie de la santé. Et on vient de voir un article récent avec Cathy sur le lien entre bonheur et santé et bonheur, dans lequel on va continuer à travailler. Alors pour ça, on a créé le KISS. Le KISS, c'est un amplificateur de tout ce qu'on vient de dire, en dehors de l'hôpital, en dehors du RUIS, mais connecté aux deux. C'est une communauté dans laquelle nous allons innover ensemble, individus, institutions, entreprises, privées, publiques, académiques. On en déploie partout dans le monde actuellement et Lyon est en train de préparer la sienne. Genève y est, mais plusieurs d'ailleurs sont actuellement en train de le faire, Israël, etc. Comment développer ces hubs? Créer cette communauté, animer cette communauté, indépendante de ce que le gouvernement ou le réseau met lié à eux. Puis c'est ça ce que nous sommes en train de voir. Donc là, juste à côté, nous développons, pour faire une différence durable, un nouveau concept, un concept dans lequel la communauté physique et la communauté virtuelle va être connectée à un réseau mondial pour faire des échanges permanents. Tout à l'heure, Marie-Pascale et Philippe ont dit « Oh là, ça fait 2 ans qu'on veut faire cette réunion, on s'est fait des petits liens, etc. pour garder la flamme. » Parce que le problème, c'est que quand vous êtes en production et quand vous êtes en exploration, ce n'est pas facile de faire les deux en même temps. Il faut que vous ayez des espaces dans lesquels, qu'ils soient physiques, qu'ils soient virtuels, vous puissiez venir échanger, apporter vos idées, discuter avec nous, valider si votre point est bon ou pas, mesurer l'impact que ça va faire. Donc, on l'a fait physique. Puis vous voyez, c'est à côté du château, c'est à 500 mètres d'ici. Ça n'appartient pas au CHUM, c'est autonome. C'est avec toutes les universités et toutes les entités actuelles. Et là-dedans, on va discuter avec ces différents partenaires sur les façons d'améliorer la santé. Alors vous allez voir, c'est beau. Là, au milieu du château, il y a comme un petit endroit où on peut jouer au soccer. Et nous avons déjà dit que nous allions monter une équipe KISS pour travailler, enfin pas pour travailler, pour jouer contre. Dans le château, il y a Lightspeed, qui est une compagnie d'intelligence artificielle dans le commerce, le e-commerce. Et ils ont une équipe qui vont monter contre la nôtre, mais je suis sûr qu'on va gagner, surtout si c'est moi qui joue, étant donné que je joue comme un pied. C'est bon pour le soccer. Mais il y a surtout ça, un hub digital. Le hub digital, c'est une communauté 24/7 qui vous permet d'apporter vos idées, de trouver des idées, de réfléchir, de les valider, de les enrichir, de faire que d'autres apportent quelque chose. Et c'est connecté avec notre réseau mondial. Ce hub-là est en cours de constitution et on ouvre ça le 3 janvier. Je arrête le CHUM le 2 janvier. C'est une communauté, un leadership partagé. C'est toutes les philosophies qu'on vient de vous dire, mais appliquées dans ce nouvel environnement.
il y a des bénéfices pour la communauté. Et nous allons travailler sur ce capital bonheur que les autres appellent UGA, qui est en fait, ou UGA, qui est en fait la vision danoise du bonheur, qui est un sentiment qu'ils apprennent dès l'école maternelle et qu'ils développent et déploient tout au long de leur vie, dans une vision de communauté qui veut que le bonheur fasse partie de la santé. Et quand on va dans la fin de la vie, où on sent que l'isolement, où on sent que l'impossibilité d'avoir tous ces bénéfices de l'environnement comme l'alimentation, etc., ben c'est là où on voit que si on inclut cette notion de bonheur dans notre définition de la santé des populations, si on la systématise, si on l'enseigne, on peut aller beaucoup plus loin. Donc le KISS, c'est à peu près 200 entreprises ici localement. C'est un réseau mondial qui est animé sur le même modèle que nous avions développé quand on était avec le réseau Mère-Enfant de la francophonie, c'est-à-dire 20 hôpitaux académiques partageant ensemble leurs connaissances, leurs innovations et co-développant. 21 ans après sa création, ce réseau continue à être vibrant et à fonctionner. Lyon est un des fondateurs avec nous, c'était Sainte-Justine à l'époque, qui était fondatrice, cofondatrice. Et actuellement, c'est la PHP Paris, Vincent Nicolas Delpech, qui m'a succédé et qui continue à faire avancer cette vision. Alors, ce qu'on va mesurer, c'est les impacts positifs sur les communautés. Et puis là, Marie-Pascale, on va avoir beaucoup de travail ensemble. Lyon, je pense, va faire la même chose avec, je crois que c'est un nouvel institut que vous avez créé, donc on va travailler avec eux. Puis là, on peut avoir des applications, la maison bienveillante, la maison des aînés. La maison ou la maison des aînés, l'institution, doivent être aussi bien adaptées à la vie en santé que la vie en maladie. Ce n'est pas le patient ou le citoyen, c'est la même personne qui peut un jour être en bonne santé, un jour être malade, et il faut que l'environnement s'adapte, et non pas que le patient doive aller, quand il est patient dans un hôpital, et revenir dans sa maison quand il est en santé. D'où l'importance de la télémédecine 4 ou 5.0, de l'ensemble de ce que je vous ai décrit jusqu'à présent pour mettre à disposition de ces nouvelles maisons des aînés. Alors voilà, on veut aller encore un peu plus loin. Et voilà ma conclusion. Ce dernier mot métaverse, c'est aussi pour nous, professionnels de santé, patients et citoyens, un rappel que le monde virtuel est aussi dangereux que le monde physique, qu'il faut le prendre au sérieux, qu'il faut former les intervenants pour être capable de créer dans ce monde virtuel que certains géants du numérique nous proposent comme un paradis ne devienne pas un enfer. Et si c'est le cas, que le système de santé ou le système de soins du futur soit capable d'interagir aussi avec ce métaverse. Merci à vous tous.